Bonjour. Bonjour. مش Vous عارف voyez, vous voyez l'écran, c'est un... الفون بتاع أي نشوف فيه. Donc on commence. Oui, monsieur. مش عندي أنت امبارح. Mais نبدأ ومن بعد نشوفوا les questions. Donc on va voir la physiopathologie de la goutte, le traitement de la crise de la goutte, la colchicine et le nouveau traitement qu'on va voir aujourd'hui, les AINS, les corticoïdes, on les a déjà vus dans ce module. On va voir aussi le traitement de fond de la goutte, c'est-à-dire le traitement hypouricémiant. Et enfin, un petit regard sur les anti-interleukines. Donc maintenant, on pourrait, comme la physiopathologie, c'est juste à savoir. Ce qu'il faut retenir, ce sont les traitements de crise, la colchicine ici, les AINS, les corticoïdes, vous les connaissez déjà, et les traitements de fond qui sont les inhibiteurs de l'hydrocosynthèse et les hydrocosuriques. Pour rappel physiologique, la goutte est une maladie métabolique caractérisée par l'association d'une surcharge de l'organisme en acide urique. Donc, maladie métabolique, c'est-à-dire une maladie comme par exemple le diabète, il est dû à une augmentation de la glycémie. La goutte est une maladie métabolique due à l'augmentation de l'acide urique, une hyperuricémie, mais qui a des manifestations inflammatoires qui la classent parmi les maladies rhumatismales. Donc, la crise de goutte, c'est la manifestation de cette hyperuricémie. C'est une réaction inflammatoire. Elle est très très douloureuse, invalidante pour certains patients et qui se déclenche par le dépôt de cristaux d'urate dans l'organisme. Donc, ces cristaux d'urate, il est faiblement soluble. Et lorsqu'il y a une hyperuricémie, c'est la quantité d'acide urique ne va pas se solubiliser dans l'organisme et donc elle va se déposer sous forme de cristaux. Ces cristaux vont développer un syndrome inflammatoire. Monsieur, Oui. les diapos ظهر لي bloqué في الأولى. Oui, monsieur, حطينا. ما تعرفوش كيفاش تو لحظة نحطها عن PDF ونتبع بالPDF كيف ما قبل. Voilà, c'est bon, t'as تحركت. بالروتا نحطها PDF خير. Merci. Ouais. بنشوف فيها توا. نشوفوا جرب عادي monsieur. Ça va, bon. oui. Oui, ça va. Merci. Donc, on a dit qu'il s'agit d'une réaction inflammatoire qui est déclenchée par le dépôt des cristaux d'acide urique. Donc, ces cristaux d'acide urique vont faire un appel aux neutrophiles qui vont phagocyter ces dépôts d'acide urique. Et lors de la phagocytose, comme ils ne peuvent pas détruire l'acide urique, ces cristaux vont lésionner les phagocytes et vont induire une augmentation de la réaction inflammatoire. Donc, c'est un processus plus ou moins qui va en augmentant, c'est-à-dire la réaction inflammatoire va provoquer une augmentation du chimiotaxisme des neutrophiles. Les neutrophiles elles arrivent au niveau du site inflammatoire. Ils vont phagocyter encore une fois l'acide urique et l'acide urique va détruire les neutrophiles qui va provoquer une libération des cytokines, des prostaglandines et de leucotriene B4, ce qui provoque un autre chimiotaxisme, un autre appel aux neutrophiles. Autre chose, c'est que au niveau du site inflammatoire, le pH il va diminuer parce que les lysosomes ils ont un pH acide. Lorsqu'ils sont détruits ou lésionnés par les cristaux d'acide urique, ils vont déposer
libérer les acides, les ions, les protons. Et ces protons vont entraîner davantage le dépôt d'acide urique. C'est-à-dire qu'ils vont diminuer la solubilité encore davantage de l'acide urique. Donc l'acide urique à pH acide, il est faiblement soluble. À pH alcalin, il est soluble. Donc ce pH acide va entraîner une augmentation de dépôt d'acide urique. Donc comme vous voyez, c'est une réaction inflammatoire. Du coup, c'est pour cette raison qu'on justifie l'utilisation des corticoïdes et des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour la crise de goutte. Donc je passe ça. Donc ici, vous voyez plus ou moins l'évolution de la goutte. Elle commence plus ou moins par un œdème, après un typhus que vous voyez au niveau de l'orteil, et ça va augmenter. L'intérêt ici, c'est que l'os n'est pas résorbé. L'os, il est intact. On ne voit pas une ostéopénie, comme dans le cas des autres artériopathies. En cas de rhumatisme articulaire aigu ou en cas d'ostéoporose, on va voir qu'il y a plus ou moins une ostéopénie. Mais ici, ce n'est pas une ostéopénie, c'est juste le dépôt d'acide urique qui va provoquer ce qu'on appelle un tophus. Tophus, c'est comme une boule qui est composée d'acide urique. D'ailleurs, pour le diagnostic, entre autres, pour le diagnostic, lorsque un patient vient avec des douleurs au niveau de l'orteil, des douleurs articulaires, dans l'examen clinique, le médecin il cherche ces dépôts d'acide urique dans le corps du patient. Généralement, il va la trouver au niveau des oreilles, au niveau vestibulaire. Il peut trouver ces dépôts d'acide urique, ces petites boules d'acide urique, ce qui confirme qu'il s'agit d'une goutte, de douleurs articulaires dues à une goutte. Donc, l'objectif thérapeutique pour le traitement de la crise de goutte, c'est de réduire l'inflammation. Et le traitement hypouricémiant, c'est d'arriver à diminuer la quantité, la concentration d'acide urique dans le sang à une quantité inférieure à 60 mg par litre. Donc, ceci est très important parce qu'ici, on a un objectif thérapeutique. On a une valeur que le patient goutteux, qui est l'autre l'acide urique, il peut vous répondre parce qu'il sait qu'il a comme objectif, c'est d'arriver à 60-50 mg par litre. C'est comme plus ou moins le diabète. Le diabète, on a un objectif thérapeutique d'arriver à une hémoglobine glyquée inférieure à 6,5. Donc ici, le patient et le médecin vont adapter le traitement jusqu'à arriver à cet objectif thérapeutique. Une fois on est arrivé à une glycémie inférieure à 60 mg par litre, donc la crise de goutte ne va pas arriver. Parce que dans ce cas, une glycémie inférieure à 60 mg par litre, l'acide urique il va être soluble, il ne va pas se déposer sous forme de cristaux, et donc on ne va pas avoir la crise de goutte. Donc le traitement de la crise de goutte, c'est la colchicine. C'est un alcaloïde isolé du colchicine. Il est utilisé depuis 1820. Donc la colchicine en Tunisie et dans les pays francophones, en France et dans les pays francophones, constitue le traitement de première intention pour le traitement de la crise de goutte. Par contre, les AINS constituent le traitement de première intention dans les pays anglophones. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse ici parce que la colchicine, elle était en rupture du stock en Tunisie. Et les patients, les médecins galèrent. Ils font le colchicine martois, marqué chez colchicine, alors que les anti-inflammatoires non stéroïdiens constituent une alternative, on peut dire même meilleure que la colchicine, dans ce cas, parce qu'il y a moins de risque de comorbidité, moins de risque d'effets indésirables. Donc, le mécanisme, c'est un mécanisme anti-inflammatoire. Il va se recombiner avec les tubulines des cellules inflammatoires. Il va inhiber la migration des leucocytes. Il va inhiber ce mouvement amébioïde parce qu'elle va complexer les tubulines. Donc, il n'y a plus de phagocytose. Il n'y a plus de réaction inflammatoire. Je passe ça. Donc, la colchicine est un anti-inflammatoire unique. C'est-à-dire quoi un anti-inflammatoire unique? C'est-à-dire qu'elle
elle agit uniquement au niveau de la crise de goutte. Donc, pour les autres maladies inflammatoires, la colchicine n'a pas un effet. Pour les autres, par exemple, le rhumatisme, le rhumatisme articulaire aigu, toutes les maladies rhumatismales, la colchicine n'a pas une indication. Elle a une indication uniquement, un effet uniquement au niveau de la crise de goutte, parce qu'elle a un mécanisme bien précis qui est l'inhibition de la migration des neutrophiles. Elle a aussi une action antimitotique. Donc cette action antimitotique, elle est utilisée surtout en phase dans les expérimentations animales, parce qu'elle va inhiber ou bloquer la métaphase. Donc bien évidemment, que on a une action antimitotique, qu'est-ce qu'on va penser? Il est contre-indiqué chez la femme enceinte. Donc, une action antimitotique, elle va inhiber la division cellulaire, donc automatiquement on va l'interdire chez la femme enceinte. Donc la pharmacocinétique, c'est une protéine, c'est un médicament qui est bien absorbé par voie orale. L'effet thérapeutique il est rapide. Monsieur, Oui. monsieur سامحني مساج تعاود لي علاش الكولشيسين تريتمون كان للجوت؟ على خاطر la colchicine ne va pas inhiber les médiateurs de l'inflammation qui sont les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc on a vu qu'il inhibe la production des prostaglandines pro-inflammatoires, réduisant les effets de l'inflammation, la vasodilatation, la fièvre, la douleur, etc. Ici, le mécanisme est différent. Le mécanisme, c'est l'inhibition de la migration des neutrophiles. Donc, comme c'est une inhibition de la migration des neutrophiles, elle ne va pas inhiber la libération des médiateurs inflammatoires. Donc, elle ne va pas être efficace dans les autres formes inflammatoires. Elle va être efficace uniquement dans cette forme inflammatoire de la goutte, parce qu'ici, le mécanisme, c'est la migration des neutrophiles qui vont phagocyter les microcristaux d'acide urique et provoquer l'inflammation. Voilà. D'accord, merci. D'accord. Donc, ils sont distribués et biotransformés d'une façon généralisée. Elle a une diffusion intraleucocytaire importante, ce qui justifie encore plus son indication pour le traitement de la goutte. Ils sont biotransformés, la colchicine est biotransformée au niveau hépatique en métabolite inactif qui subit un cycle entéro-hépatique. Donc, c'est l'élimination, elle est lente et la voie fécale, par voie fécale et accessoirement par voie urinaire. Donc, on a un médicament qui subit un cycle entéro-hépatique, généralement, son élimination se fait par voie fécale. Donc, la posologie. La posologie, c'est que, la colchicine, l'effet redoutable de la colchicine, c'est un médicament à marche thérapeutique droite. Il provoque des effets indésirables assez importants au niveau gastrique. Il y a la diarrhée et le vomissement. D'ailleurs, presque la moitié des patients, ils expriment cet effet indésirable de diarrhée et de vomissement. Et donc, pour éviter cet effet indésirable qui est dose dépendante, il faut utiliser la dose la plus faible possible. La dose la plus faible, les recommandations de 2018, c'est d'utiliser 1,2 mg immédiatement, suivi de 0,6 mg après 1 heure. Donc, ce sont les recommandations les plus récentes. Quand on trouve les recommandations de 4 ou 7 سنين il y a des doses plus importantes qui exposent un risque plus important d'effets indésirables digestifs. Et donc, maintenant, ce sont les recommandations de l'European League Against Rheumatism de donner 1,2 mg dans les 12 heures suivant la crise. قد ما تكون plus rapide, قد ما تكون أقرب للدébut de la crise, قد ما يكون خفيف. Et puis 0,6 mg après 1 heure. Cette dose qui est faible, elle est aussi efficace que la dose de 1,2 mg, suivie par 0,5 mg toutes les heures pendant 6 heures. Elle est aussi efficace qu'une dose totale de 4,2 mg.
Donc, comme les effets indésirables sont dose dépendantes, cette dose elle est associée à moins d'effets indésirables, surtout les effets indésirables gastro-intestinaux. La colchicine peut aussi être utilisée en prophylaxie à la dose des orosane à 0,6 mg deux fois par jour. Oui. بالنسبة للبوزولوجي قلت لنا معناتها كي تاخذ 1,2 immédiatement ومن بعد 0,6 après 1 heure نفس l'efficacité que معناتها كي من بعد تاخذ 0,5 عادة ياخذوا 0,5 هاو مادام عشنا بدوز فيبل باش أقل effet indésirable. 0,5 mg par heure pendant 6 heures. On a seulement 0,6 après 1 heure. Donc la dose totale c'est 1,2 plus 0,6, c'est 1,8 mg. Par contre, le schéma le plus ancien, c'est 1,2 plus 0,5 toutes les 6 heures. 0,5 fois 6, c'est 3 plus 1,2, c'est 4,2 mg. Donc 1,8 mg, il est aussi efficace que 4,2 mg. Donc c'est une dose plus faible. باهي مسيو تا هو نورمالمون هذايا التريتمون نتاع الكريز نتاع الجوت معناتها لازمنا اول ما تبدا الكريز ناخذوه طول معناها. Oui, dans les 12 heures, on a dit. Suivant la surveillance. En fait, si je vais ouvrir une parenthèse, c'est que la première fois qu'un patient a eu sa crise, la douleur elle est très invalidante, la douleur est très importante, donc il faut éduquer le patient ou de façon c'est une crise de goutte ou que c'est possible qu'elle va revenir, qu'elle va se survenir encore une fois. Généralement, les patients la douleur radicale, c'est une douleur d'une crise de goutte ou directement lorsque la douleur commence, ils vont prendre la colchicine. Surtout la première fois, le patient مش فاهم مش عنده كل شيء وقتها ماذا بيك ديما les 12 premières heures le plus tôt possible après le début de la crise. Mais le patient, c'est une maladie métabolique. Il a une glycémie inférieure à 60 mg par litre. Et dans ce cas, on va l'éduquer pour s'automédiquer avec la colchicine lorsqu'il y a une crise de goutte. Donc la pharmacovigilance, ne pas sous-estimer le risque d'intoxication, surtout chez les patients âgés, qui est la confusion. C'est un médicament qui a une marge thérapeutique 3, donc entre 1,2 et 3 mg, ça va provoquer une toxicité. Donc les troubles digestifs, surtout les nausées, les vomissements et les diarrhées, ils sont dus à une action sur la prolifération rapide des cellules épithéliales du tractus gastro-intestinal. Ceci, cet effet indésirable, il est dû à l'action antimitotique, à l'effet antimitotique de la colchicine. La colchicine elle a un effet anti-inflammatoire et un effet antimitotique. L'effet antimitotique, il va provoquer inhibition de la prolifération des cellules épithéliales du tractus gastro-intestinal. Ces cellules sont des cellules à prolifération rapide. Donc, si on va inhiber leur prolifération, on va exposer le patient à ces effets indésirables type nausées, vomissements, diarrhée. Donc, il faut l'utiliser avec prudence pour les fluxions d'emploi en cas d'insuffisance rénale et hépatique. Les contre-indications sont la myasthénie, cas d'altération de la fonction neuromusculaire, donc le patient se reflèche les colopathies, la grossesse qui peut prendre parce qu'ils ont un effet antimitotique, l'insuffisance rénale grave, l'insuffisance coronarienne et les médicaments leucopénions. Donc, dans les contre-indications de la colchicine. Monsieur? Oui. هو الكومبريمي فيه 1 ملغ كيفاش on va le fractionner مرة 0,5 مرة 0,6 présentation والله ما نعرفش البريزونطاسيون هذا مش 1 ملغ بريزونطاسيون ايه ممكن الباكو اللي انت حطونا 1 ملغ ايه نجم يكون كومبريمي اقسموا في اثنين ايه ومن بعد تعمل 0,6 بديت نجاوبك نوصلوا بعد نشوف لا بريزونطاسيون. Monsieur? D'ailleurs, une remarque ici, madame حكينا على l'effet indésirable. Ils sont dus à une action sur la prolifération rapide des tissus des cellules épithéliales. Donc cette action, elle est comment? C'est une action locale. Le contact de la colchicine avec les cellules épithéliales,
c'est ce contact qui va provoquer ces effets indésirables. Du coup, il a été développé la forme intraveineuse. La forme intraveineuse n'expose pas à ces effets indésirables digestifs. Mais il y a, après la commercialisation de la forme intraveineuse, il a été observé des cas de décès et après il a été retiré du marché. Donc, ma femme est digestif, mais femme a des cas de décès suite à une intoxication de la colchicine parce que c'est un médicament à marge thérapeutique droite et il a été retiré du marché. Mais, je vais continuer. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, je ne vais pas m'attarder, ils sont utilisés par leur effet anti-inflammatoire. Donc, ils vont réduire l'inflammation associée à la crise de goutte par inhibition de la production des prostaglandines, de la phagocytose des cristaux d'urate par les macrophages. Les corticoïdes, ils vont diminuer l'action inflammatoire. Pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les plus utilisés sont l'indométhacine et le naproxène. Ce sont deux médicaments qui ont ils ont l'AMM dans le traitement de crise de goutte. Les autres sont aussi efficaces, mais les études cliniques, ils ont été réalisées sur ces deux médicaments et ils ont montré leur efficacité. Monsieur, سامحني naproxène وشكون؟ النابروكسين واللاندوميتاسين. D'accord, merci. Rien. غادة ثبت في الكولشيسين il est commercialisé à 1 mg. Donc la dose commercialisée, le dosage c'est 3 comprimés, dosage 1 mg. Donc là je me pratique 6 mg, pratique 6 comprimés. Il fait monsieur que ça marche. C'est 1 mg le dosage. Donc on peut donner... Et qui fait باش تقسمها 0,6 ولا 1,2. اسال جماعه القاليين. دونك Monsieur فما monsieur في الانترنت تواريد 0,6 ملغ عاملينها الكولشيسين معناها ça existe في الدنيا. Donc ça existe. C'est bon. Ben, les corticoïdes. Je vais ouvrir encore une fois une autre parenthèse. Comment donner, كيفاش نعطيو 0,6 ولا 1 ولا un médicament نقولوا باش نعطيو une dose ou une autre dose. En fait, ce sont des études cliniques qui se font contre placebo ou des sociétés savantes qui vont décider quel schéma thérapeutique obtenir et quelles doses vont être administrées en fonction de l'efficacité et la tolérance. Pour les maladies rhumatismales, فما l'EULAR European League Against Rheumatism وفما American College of Rheumatism l'ACR وفما British Society of Rheumatology. Donc كلهم عندهم plus ou moins les mêmes recommandations وكلهم يقولوا لك les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les ANS et la colchicine. وبعد on va voir le schéma thérapeutique qui va les associer. Donc, les corticoïdes peuvent aggraver l'hypertension et le diabète, indiqués chez les patients qui ont des contre-indications pour les ANS ou la colchicine. On peut co-prescrire la colchicine à des doses faibles. Et l'intéressant avec les corticoïdes, c'est qu'on peut appliquer des injections intra-articulaires. كيف ما في les maladies où on a un rhumatisme, les corticoïdes, on peut faire cette injection intra-articulaire, donc ils vont exercer une action locale. Maintenant, je vois plus ou moins les contre-indications de chaque type de médicament. L'intéressant de noter, c'est que 50% à 80%, à 100%, des patients qui ont une crise de goutte, généralement, tu trouves avec eux des comorbidités. Comorbidités, معناها des maladies associées. معناها تلقى عنده la goutte, تلقى عنده insuffisance rénale, تلقى عنده insuffisance cardiaque, تلقى عنده diabète. Donc les études ils ont montré que plus ou moins 50 à 100% des patients ont des comorbidités ou plus
fait plus intéressant, c'est que plus ou moins 45%, ils ont une contre-indication à l'un des médicaments. Maintenant, le choix, ça sera dirigé en fonction de la comorbidité, la maladie qui existe avec la goutte. S'il a une insuffisance rénale, on va préférer les corticoïdes. S'il a des problèmes digestifs, on va préférer par exemple les corticoïdes aussi. S'il a une insuffisance hépatique, on va préférer les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ça dépend de quel type de comorbidité qu'on va préférer un ou un autre médicament. C'est clair? Donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les contre-indications précautions en symptômes, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale sévère, l'ulcère gastro-duodénal, toute hémorragie digestive, un traitement par les AVK, la colchicine, la myasthénie, la colopathie, la grossesse qu'on a chauffé, l'insuffisance rénale grave Z, l'insuffisance coronarienne, les médicaments leucopéniens qu'on a chauffé, et pour le corticoïde, les choqués avec le diabète et les infections. Donc un patient diabétique, ما كنتش باش تعطيه الكورتيكويد. شنو تعطيه un patient diabétique؟ جاوبوني. كولشيسين ولا ايناس؟ كولشيسين. Il vaut mieux la colchicine que les AINS. خاطر شفنا في les troubles métaboliques لا تنجم تعطي l'AINS ou le colchicine, mais tu peux pas le donner en corticoïde parce que parmi les troubles métaboliques des corticoïdes, on a observé une augmentation de la glycémie, un diabète cortisonique. l'AINS مش يعمل زيادة diabète hyperglycémia. l'AINS ما عندهمش hyperglycémie. D'accord. Les AIS عندهم. Donc c'est le oui. مسيو بربي حبيت نفهم كي ياخذ تريتمون معناها عبد يبداو عنده لي كريز دو غوت هذايا وياخذ تريتمون قداش باش يقعد ياخذوا معناها اسكو جوست في الكريز جاتو الوجيعه كل شيء ياخذوا ولا باش يقعد قداش من جور ياخذ فيه؟ En fait لازم ياخذ من الاول لو تريتمون دو لا كريز دو غوت باش تنحي له الوجيعه. اون فوا تنحيت الكريز دو غوت الوجيعه هذيك باش تتنحى وحدها معناها وكل تنجم تتنحى في نهاريتها تنجم تتنحى من غدوه. Mais après, il doit commencer un traitement hypouricémiant. بعد لازم un traitement de fond qui va diminuer l'uricémie. Le traitement de fond هذا لازم يبدا 2 semaines, 10 jours à 2 semaines après 2 semaines حتى 6 semaines فما شكون يقول لك après le début de la crise de goutte. Pourquoi? Parce que si on va commencer le traitement hypouricémiant juste après la crise de goutte, شنو يصير؟ انت عندك un tophus qui est un dépôt de cristaux d'acide urique. كان باش تعطي انت ان تريتمون hypouricémiant l'uricémie باش تنقص في الدم. donc tu as une hypouricémie, qu'est-ce qui va se passer؟ عندك partie في hypouricémie معناها الكونسنتراسيون طايحه وبارتي التوفيوس اللي هو concentration d'acide urique importante. donc il va y avoir une mobilisation de l'acide urique. donc une mobilisation avec de l'acide urique va provoquer une autre crise de goutte. donc dans ce cas il faut pour la crise de goutte, jusqu'à la disparition de la douleur, وبعد تعطي juste تستنى 2 semaines وتعطي le traitement de fond. وهنا راني حطيتها ظاهر لي. donc من الأول تعطي 1,2 mg immédiatement suivi de 0,6 après 1 heure. Si la douleur persiste, نجم تعطي 0,5 à 0,6 mg de colchicine 1 à 2 fois par jour. باهي مسيو حتى في الكام تاع كي ما نجمش نعطيه كولشيسين لازم نعطيه كورتيكويد ولا ANS نفس الحكايه؟ Oui, bien sûr, parce que c'est lié au mécanisme de physiopathologique de la goutte. Donc, si tu vas donner à un patient un traitement de crise de goutte, le traitement de fond doit être débuté au moins 2 semaines après. Donc, هنا نشوفوا الشيما باش نفسره لكم بشويه تشوفوا في الماء. انا بيرسونيلمون يعجبوني لي كلينيك نتاع الجوت على خاطر تنجم تسال فيهم على كل شيء. دونك فيهم كل شيء، فيهم لي زاينيس، فيهم كولشيسين، وفيهم الايس ولي كونتر انديكاسيون اكسيتيرا. دونك هنا نشوفوا من الاول assess severity and comorbidities. دونك من الاول باش تشوف لا سيفيريتي
de la crise de goutte et les comorbidités. Les comorbidités, s'il y a présence du cytochrome, inhibiteur de cytochrome 3 à 4, ou bien des inhibiteurs de la P-glycoprotéine. Donc, il faut éviter la colchicine, parce que la colchicine elle est métabolisée au niveau hépatique par le cytochrome 3 à 4, et il est substrat de la P-glycoprotéine. Donc, si on va les inhiber, quand on a des inhibiteurs de cytochrome 3 à 4 ou des P-glycoprotéines, on va avoir une augmentation de la concentration de la colchicine, on va avoir une augmentation de la toxicité de la colchicine. Si on a une insuffisance rénale sévère, c'est-à-dire un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute. Dans ce cas, on va éviter que ce soit la colchicine, que ce soit les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Monsieur, Oui. monsieur, on a dit l'élimination essentiellement fécale. علاش l'insuffisance rénale va poser un problème? Parce qu'elle est toxique pour le rein. Ah, d'accord. Merci. De rien. Et pour les contre-indications, si on a des contre-indications pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la colchicine et les corticostéroïdes, on a des contre-indications pour les trois. Donc, on va considérer dans ce cas les médicaments biologiques, c'est-à-dire les inhibiteurs, les anti-interleukines 1. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de treat as early as possible, c'est-à-dire il faut traiter le plus tôt possible. On doit débuter 12 heures, maximum 12 heures par les crises pour avoir une action efficace. Donc, le traitement thérapeutique, on va donner ou bien la colchicine 1 mg suivi par 0,5 mg une heure après. Plus ou moins 0,5 mg 12 heures après si la douleur persiste. Ou bien on va donner un anti-inflammatoire non stéroïdien, particulièrement l'indométhacine, la naproxène. S'il y a une contre-indication aux anti-inflammatoires non stéroïdiens non sélectifs, on va donner un coxib, c'est-à-dire c'est l'époxib. Quand on a un ulcère gastro-duodénal, on va donner le célécoxib. Sinon, on peut donner aussi le prédnisone par voie orale à 30 à 35 mg par jour. Donc, si ce traitement n'est pas efficace, NPO patient, le prédnisone, vous avez en dessous du prédnisone monoarticulaire attaque. Si il y a une crise de goutte au niveau d'une seule articulation, donc on peut faire une injection intra-articulaire de prédnisolone. Si le patient ne peut pas prendre les médicaments par voie orale, la voie orale n'est pas abordable. Donc, on va considérer les corticostéroïdes par voie orale pour la CTH, parce que la CTH va provoquer au niveau de la cortico, il va agir pour provoquer la libération des corticoïdes naturels. Donc, si tout ça n'est pas suffisant, donc si on donne la colchicine et ce n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'on doit faire? Consider combination therapy ou switch to another conventional monotherapy. Quand la colchicine n'était pas efficace, on va faire utiliser par exemple le naproxène. Si le naproxène n'est pas efficace, on va essayer plutôt le prédnisolone. Ou bien on va associer les deux thérapies, c'est-à-dire on va donner la colchicine 1 mg avec le naproxène, ou la colchicine ou le naproxène ou avec le prédnisolone. Ou plutôt la colchicine avec le prédnisolone. On ne doit pas associer un anti-inflammatoire non stéroïdien avec un corticostéroïde. Mais, oui. Monsieur, quand est-ce qu'on parle d'un usage chronique? Risque d'intoxication chez les sujets âgés par un usage chronique. كيفاش معناها باش يقعد يستعملوا برشا خاطر الكريز قويه والوجيعه ما فاتش ولا كيفاه؟ Usage chronique. فماش usage chronique. On va utiliser d'une manière aiguë. Maintenant, pour les nouvelles recommandations, il ne faut pas l'utiliser plus que 2 jours. معناتها تستعمل la dose اللي قلنا عليها. Donc مش موجودة
ممكن قبل يستعملوا فيه d'une manière chronique, mais maintenant on ne va pas l'utiliser de manière chronique. D'accord, merci. Monsieur, Oui, معناها ماهيش maladie chronique هي. c'est une maladie métabolique. Donc si on ne peut pas diminuer l'uricémie inférieure à 60 mg par litre, on va avoir des récidives. Si on peut maintenir l'uricémie inférieure à 60 mg par litre, il n'y a plus de récidive. Donc, chronique, mais si on peut maintenir l'objectif thérapeutique, atteindre l'objectif thérapeutique, c'est plus chronique. C'est une maladie qui a été traitée. معناها chronique. C'est une maladie métabolique. Je ne m'attaquerai chronique. Je ne la considère pas comme une maladie chronique. Parce qu'en fait, on peut la contrôler. معناها مش maladie chronique خاطر contrôlable معناها. On peut la contrôler. On peut arriver à ne pas avoir une crise de goutte pendant le reste de sa vie. Le malade peut avoir une seule crise pendant toute sa vie. Juste balader un peu de l'uricémie et c'est suffisant. Ouais, merci. Le traitement hypouricémiant, donc c'est le traitement de fond de la crise de goutte. Le traitement de fond, la production, le schéma de la production de l'acide urique. Donc, ou bien on a une overproduction, une production accrue d'acide urique. L'acide urique, les purines qui viennent généralement, les purines viennent des viandes et des fruits de mer. Se transforme en oxantine, l'oxantine se transforme en urate. Donc, l'urate, c'est l'acide urique. Ou bien on a une diminution de l'excrétion. Cette diminution de l'excrétion se fait ou bien par une inhibition de la réabsorption ou une diminution de l'excrétion. Du coup, comme on va voir bientôt, l'inhibition de l'urate 1 ici à ce niveau va inhiber la réabsorption de l'acide urique et augmenter l'uricémie, l'uricurie, et donc on va diminuer l'acide urique. Et ce qui a été démontré, c'est que les crises de goutte surviennent surtout à une diminution de l'excrétion d'acide urique qu'à une surproduction. La crise de goutte, il l'appelait avant la maladie des rois ou la maladie des riches. Pourquoi? Parce qu'elle était associée avec une surconsommation de viande et de bière et de fruits de mer. Donc, il l'appelait la maladie des riches. Ce qui est admis maintenant, c'est que c'est pas la production accrue, mais c'est plutôt les modifications, les anomalies génétiques qui diminuent l'excrétion de l'acide urique. Donc, le traitement de fond, il a comme objectif de prévenir la crise de goutte. Comment? Par favoriser l'élimination de l'acide urique, surtout favoriser l'élimination de l'acide urique. Donc, l'élimination qu'on va voir, les médicaments qu'on va voir, ils vont ou bien diminuer la synthèse de l'acide urique, ou bien favoriser l'élimination de l'acide urique. Les deux médicaments qu'on va voir sont l'allopurinol et le febuxostat, qui sont des inhibiteurs de l'uricosynthèse. Donc, il m'apprend la bactérie, les purines se transforment en oxantine, oxantine oxydase, oxantine oxydase. Oxantine oxydase, c'est l'enzyme qui va transformer l'hypoxanthine en oxantine et elle va transformer ensuite l'exanthine en acide urique. Donc, en inhibant l'exanthine oxydase par l'allopurinol, on va trouver quoi? On va trouver l'hypoxanthine et l'axanthine. Donc, l'acide urique, on ne va pas le trouver, on va inhiber sa synthèse. L'exanthine et l'hypoxanthine sont des dérivés plus solubles que l'acide urique. Et donc, ils vont être éliminés plus facilement par le rein. Ce sont des inhibiteurs de la synthèse de l'acide urique. L'allopurinol, il a un effet dose dépendante. Donc, on admet que chaque augmentation de 100 mg par jour abaisse l'uricémie de 10 mg par litre. Donc, il faut
plus on augmente la dose, plus il y a un effet thérapeutique. Cependant, on ne peut pas augmenter la dose infiniment parce qu'il y a les risques des effets indésirables. Et les sociétés savantes, par exemple, en Tunisie, on suit la France. La recommandation, c'est de ne pas dépasser 600 mg par litre. C'est 600 mg, pardon, 600 mg par jour d'allopurine. Aux États-Unis, il ne faut pas dépasser 800 mg par jour d'allopurine. Et à l'Angleterre, il ne faut pas dépasser les 900 mg par jour. Mais ce qu'il faut, la règle générale, c'est quoi? C'est d'augmenter la dose tant qu'on n'a pas d'apparition d'effets indésirables et tant qu'on peut améliorer l'effet thérapeutique. Donc, il y en a 600, on n'a pas encore un effet thérapeutique et qu'il n'y a aucun effet indésirable. Pourquoi ne pas augmenter à 600 ou à 800 chez un patient? Donc, on a l'augmentation de la concentration des précurseurs de l'acide urique, les glantines et les hypoxanthines. Ce sont des dérivés solubles et qui vont être éliminés facilement par le rein. Donc, la pharmacocinétique, la présentation qu'on a utilisée, c'est Zyloric. On le trouve à 100, 200 et 300 mg. Et c'est à prendre 15 jours après la crise de goutte. Donc, il faut le prendre à distance de la crise de goutte. Sinon, on va favoriser l'apparition d'une nouvelle crise. Les recommandations, commencer par 50 ou 100 mg et arriver jusqu'à 900 mg pour British Society of Rheumatology. Donc, c'est la recommandation, c'est la dose maximale parmi les sociétés savantes qui est permise. Monsieur, Oui, monsieur Arlé, à prendre 15 jours après une crise de goutte. pas certain, parce que si on va la prendre au début, on va mobiliser les cristaux d'acide urique, il va provoquer une autre apparition, un autre événement de crise de goutte. Ah, ben, merci, monsieur. Rien. Donc, le traitement de fond de la crise de goutte, surtout lorsqu'il y a des antécédents de liquide urinaire et d'insuffisance rénale ou résistance aux uriques. Lorsqu'il y a les liquide urinaire, il faut utiliser plutôt les inhibiteurs de la synthèse de l'acide urique. Lorsqu'il n'y a pas cette liquide urinaire, on peut utiliser les produits qui vont favoriser l'expression de l'acide urique. Je répète, on suppose qu'on a une liquide urinaire parce que l'acide urique, il n'est pas soluble, donc il peut provoquer des liquides urinaires. Dans ce cas, quand on utilise urique, je te forme tout de suite. Ces uriques vont favoriser l'expression de l'acide urique. Et donc, on va favoriser encore plus l'apparition de liquide urinaire. Mais si on va utiliser les inhibiteurs de la synthèse de l'acide urique comme l'allopurinol, dans ce cas, on ne va pas favoriser cette liquide urinaire. Donc, si le patient il a une insuffisance, une liquide urinaire, on doit favoriser l'utilisation des inhibiteurs de la synthèse que des hydrocortisoniques. Il y a les deux options thérapeutiques pour le traitement de fond. Avec les hydrocolytiques, les tanchefons bas, on n'a pas en Tunisie. Donc, on peut utiliser comme traitement et prévention de la lithiase urinaire urative. En plus du traitement de fond de la crise de goutte, il est utilisé aussi pour la prévention des lithiases urinaires uratives. L'allopurinol peut être associé à la colchicine ou un anti-inflammatoire non stéroïdien afin d'éviter une crise de goutte au début du traitement liée à une mobilisation des dépôts tissulaires de l'acide urique. Lorsqu'on va commencer le traitement après 15 jours, nous avons une mobilisation des tissulaires, une mobilisation des dépôts tissulaires de l'acide urique qui peuvent provoquer une autre crise de goutte. Donc, pour éviter ça, on peut associer au début du traitement, au début de ces 15 jours, on a J1 la crise de goutte, J16 après 15 jours, je peux associer avec l'allopurinol, la colchicine ou un anti-inflammatoire non stéroïdien pour éviter une autre crise de goutte. C'est clair? جاوبوني باش نكمل. Oui, monsieur. Oui, monsieur.
Donc, les effets indésirables, ce sont le risque de grise de goutte au début du traitement, les troubles digestifs rares et éruptions, les troubles digestifs au hadon et rares éruptions cutanées au hadon. Donc, l'allopurinol, il peut provoquer des réactions d'hypersensibilité. Ces réactions d'hypersensibilité sont des réactions très rares, mais très dangereuses. Peuvent être fatales. Et du coup, lorsqu'un patient commence à prendre l'allopurinol pour la première fois, il faut l'éduquer. S'il y a un rage cutané, il faut arrêter le traitement. Parce que c'est un signe, le rage, c'est un signe, le rage cutané, c'est un signe annonceur d'une hypersensibilité. Les précautions d'emploi à utiliser avec prudence. Avec prudence les produits suivants, théophiline, sulfamide hypoglycémiant et avec et il faut qu'il faut adapter la dose à la tolérance de créatinine. Pour l'allopurinol, il faut absolument adapter la dose à la fonction rénale. Par exemple, si on a une tolérance de créatinine à 100 ml par minute, on peut donner 300 mg par jour. Si c'est à 60, on doit passer à 200 mg par jour. Pour résumer l'allopurinol, c'est un traitement de fond. Son mécanisme d'action, c'est d'inhiber l'axanthine oxydase, donc inhiber la synthèse de l'acide urique. Son mécanisme, sa posologie, c'est dose dépendante. Donc, plus on augmente la dose, plus on a une diminution de la concentration d'acide urique. Il est estimé qu'une dose de 100 mg va baisser l'acide urique de 10 mg par litre. Et il faut adapter la posologie avec la fonction rénale. Parmi les effets indésirables, il faut faire attention au risque d'hypersensibilité qui peut se manifester par un rage cutané. Et lors du début de ce traitement, lors du traitement de fond, ce traitement de fond doit être débuté au moins 15 jours après la crise de goutte. Il peut ou non être associé avec la colchicine ou un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc je passe. Les uricosuriques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont favoriser l'élimination rénale de l'acide urique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont agir ici, sur le RAT1. Les médicaments qu'on va voir, ils vont agir sur le RAT1. Le probenicide et le benzbromarone, ces deux molécules, vont agir surtout au niveau de cette enzyme du RAT1. Et le RAT1, de quoi il est responsable? Il est responsable de la réabsorption tubulaire de l'acide urique. Donc, l'acide urique, lorsqu'il est dans l'urine primitive, cette enzyme, le RAT1, va provoquer sa réabsorption tubulaire. Il ne va pas favoriser son élimination. Donc, on va trouver une concentration plus importante au niveau de sang. Si on va l'éliminer, si on va inhiber cette enzyme, donc l'acide urique n'est pas réabsorbé de l'urine primitive, il va être éliminé par voie rénale. On va avoir un effet uricosurique. Le risque de ces uricosuriques, c'est qu'ils peuvent favoriser une liquase urinaire, parce que l'acide urique, si on va le réabsorber, on va trouver au niveau du début rénal une concentration importante d'acide urique qui peut provoquer une liquase urinaire à base d'acide urique. Donc, les contre-profils diminuent l'uricémie en augmentant l'excrétion rénale de l'acide urique. Tous induisent une lithiase urique. Donc, comment prévenir cette lithiase urique? C'est de prévenir par des apports hydriques abondants et d'essayer d'augmenter le pH urinaire. Pourquoi? Parce que l'acide urique il est plus soluble au pH urinaire alcalin. On peut augmenter l'acide urique, on peut alcaliniser les urines par le bicarbonate de soude, l'eau de Vichy ou le jus de citron. Une parenthèse, l'apport hydrique, il a été démontré que l'apport hydrique de plus ou moins 5 verres d'eau par jour diminue de 40%
l'apparition de crise de goutte. Donc, ces médicaments ne peuvent pas être utilisés chez les goutteux avec antécédent lithiasique, bien entendu, c'est évident. Donc, chez les personnes qui ont des antécédents lithiasiques, on va donner la loprinol. Donc, les médicaments qui existent sont le provénicide, le benzobromarone, le provénicide, c'est 200 mg par jour, 2 fois par jour, donc 500 mg par jour. Et on peut augmenter la dose jusqu'à arriver à 2 grammes par jour. Le benzbromarone a une toxicité hépatique qui l'a retiré du marché. En fait, le benzbromarone, il est plus efficace que le provénicide. Et la toxicité hépatique, elle était de l'ordre de 17 par 10 000, je pense. Donc, certains pensent que le fait de le retirer du marché était un peu précipité. Parce que tous les médicaments ont des effets indésirables. Si c'est rare, on peut le commercialiser. Donc, les urocolytiques. Les urocolytiques sont des enzymes qui vont, dégrader l'acide urique, mais qu'on ne trouve pas chez l'homme. Ce sont des urocoenzymes, ce sont des qui vont. Monsieur Monsieur, diapo 28, deuxième point, ma femme touche. شنو؟ Diapo 28. ما عنديش نمرو مش مكتوب فيها من فوق. لحظة. اللي فيها tous induisant un risque de lithiase urique qu'il faut prévenir par des apports hydriques abondants et par le contrôle de pH urinaire. Oui, donc qu'est-ce que vous avez pas compris ici? ما فهمتش كيفاش induit le risque de lithiase urique. مش احنا قلنا معناها les uricosuriques agissent sur l'urate 1, donc l'élimination favorisée. كيفاش فما ريسك نتاع lithiase؟ Donc l'élimination favorisée. Donc les uricosuriques باش يكون عندنا concentration au niveau des urines, au niveau des tubules rénales, au niveau du néphron. باش تكون عندنا زايدة. انت قاعدة انت عندك نقولوا عندك 60 ملغ، عندك 80 ملغ d'acide urique au niveau du sang، وبتحب تنقصهم لل 40 ولا 30، تحب تنقصهم inférieur à 60. Donc باش تعمل tu vas favoriser leur élimination. L'élimination باش تصير au niveau rénal avec les uricosuriques. معناها الكونتيتي هذيك الزايدة باش تمشي au niveau des urines. معناها au cours de l'élimination ولات عندك une quantité plus importante d'acide urique au niveau des reins. Par contre, la loprinol va inhiber la synthèse. معناها من الأول ما عندكش انت tu vas diminuer la quantité d'acide urique من الأول في السنتيز. هنا si tu vas l'éliminer معناها منها ولا منها باش تعديهم على النيفرون. Donc ils vont au niveau du néphron, la concentration اللي كانت طالعة في الدم au niveau plasmatique باش تلقاها طالعة au niveau du néphron. Et ça va favoriser l'apparition de lithiase urique. واضح. Merci monsieur. De rien. Donc, كيف ما تبدا عندك hypercalcémie, tu vas éliminer le calcium au niveau sanguin. تلقاه زائد au niveau urinaire. Donc, il va provoquer une lithiase calcémique. Monsieur? Oui. Monsieur, l'acide urique, il est toxique pour le rein? Non, il n'est pas toxique. Ah, ben, merci. L'acide urique n'est pas toxique, c'est un métabolite, métabolite naturel. Les cellules de l'organisme produisent l'acide urique en métabolisant les purines. Cependant, il est très faiblement soluble. On a une concentration inférieure à 60 mg par litre. Il va être soluble dans le sang, il va être éliminé par les reins. À une concentration supérieure, comme il est faiblement soluble, donc il va se déposer sous forme de microcristaux. Et ce sont les microcristaux qui provoquent la toxicité et non l'acide urique en lui-même. Donc le dernier médicament utilisé pour le traitement de fond sont des urocolytiques, c'est-à-dire ce sont des enzymes qui vont détruire
les cristaux d'acide urique. Donc, elles viennent de l'aspergillose, c'est la l'uricase. Donc, ce qu'il faut retenir de l'interleukine 1, de l'interleukine 1. L'interleukine 1, ce sont des médicaments biologiques. Fait le deuxième diapo, je pense, où j'ai mis la physiopathologie, tu as la synthèse de l'interleukine 1. Donc, l'interleukine 1, elle est parmi les médiateurs impliqués dans la physiopathologie de la crise de goutte. L'interleukine 1 empêche l'afflux de polynucléaires neutrophile induit par les microsclerostaux. Et donc, chez les patients où on a une contre-indication de la colchicine, des aïnés et des corticoïdes, des corticostéroïdes, on peut utiliser l'interleukine 1. Mais la position de l'interleukine 1, les diapos. L'interleukin et les anti-interleukine 1, surtout à la crise de goutte. À la crise de goutte, on a colchicine, aïnés, AIS, et comme dernière alternative, l'anti-interleukine 1. Et dans le traitement de fond, ce qu'il faut retenir, c'est le probénicide et la lopodinone. Donc, pour conclure, Monsieur, معناها les anti-interleukine 1 تابعين التريتمون تاع الكريز نتاع الجوت. oui, ça, c'est un traitement de crise de goutte. Ce n'est pas un traitement de fond, parce que ce sont des médicaments à visée anti-inflammatoire. Donc, ils vont empêcher les flux de polynucléaires neutrophiles induits par les microcristaux. Monsieur, ركزوا كان في الزوزولانين. Oui, les médicaments. La lopodinol et le probénicide. Merci. Mécanisme d'action, indication posologique. Monsieur. Oui. Monsieur البكري كي حكيت على لي جوريك قلت لازمنا معناتها ناخذوا ماء ونعملوا نبدوا اليورين اسيد. Or que monsieur a pH acide. Alcaline. Il faut alcaliniser les urines. Bien, merci. Il faut alcaliniser les urines par le bicarbonate de soude, par l'eau d'Ichy ou par le citron. Donc, pour conclure, l'objectif thérapeutique, c'est de maintenir le ricini au-dessous de 60 mg par litre. Donc, on a un objectif thérapeutique à arriver. Cet objectif thérapeutique, on peut arriver à cet objectif thérapeutique par le traitement de fond, pas par le traitement de la crise. Donc, le traitement de crise, c'est un traitement qui a une visée anti-inflammatoire, et le traitement de fond, il a une visée de diminuer l'uricémie. Le traitement hypouricémiant doit être débuté après un délai de minimum 2 semaines après la résolution de la crise de goutte. L'allopurinol, comme on vient de le dire, c'est le traitement de référence. Donc, si l'objectif de la baisse de l'uricémie n'est pas atteint en cas d'intolérance, on peut associer un glucose urique. Donc, on peut associer l'allopurinol avec le probénicide. Il faut assurer une diurèse suffisante. Donc, prendre 5 verres d'eau peuvent diminuer à 40% la survenue de crise de goutte. Il faut aussi possible arrêter les diurétiques. Les diurétiques thiazidiques augmentent l'uricémie. Donc, il faut les arrêter. Si on a une dyslipidémie, parmi les médicaments qui diminuent la dyslipidémie, on va préférer le phénofibrate. Et si on a une hypertension artérielle parmi les IOC, on va préférer le losartan. Parce que ce sont des médicaments qui provoquent une hypouricémie. Oui. Donc, les uropolytiques seront peut-être utiles dans les gouttes assez graves, notamment chez l'insuffisance rénale. Donc, il est recommandé, dans les règles diététiques, hygiéno-diététiques, il est recommandé de lutter contre l'obésité, d'éviter les boissons alcoolisées, surtout la bière. Pour les patients qui ont une crise de goutte, tellement la douleur elle est intense, vraiment intense. يبطلوا وحدهم la bière, ou
le ham ou le bac, tout ce qui est, tout ce qui peut apporter, tout ce qui donne des apports en plurine. Donc, il faut aussi éduquer le patient pour l'observance de son traitement, parce que s'il va arrêter l'allopurinol, l'acide urique va réaugmenter. Alors, les mesures hygiéno-diététiques ne sont pas suffisantes. Les mesures hygiéno-diététiques vont servir pour diminuer la surproduction d'acide urique, mais elles ne vont pas agir sur son élimination. L'élimination par l'acide urique, elle va se poursuivre, la diminution de l'élimination va se poursuivre parce qu'il y a un problème génétique au niveau de l'urate 1. Donc, même si on arrête la surproduction, on diminue les apports alimentaires, on peut arriver, le patient peut reprendre une crise de goutte. Donc, le traitement, il faut bien une observance pour le traitement. Dernière remarque, c'est qu'il n'est pas recommandé de traiter une hyperuricémie asymptomatique. C'est-à-dire, si on a une hyperuricémie, si on a l'uricémie supérieure à 60 mg par litre, on ne va pas la traiter par un traitement de fond. Si on n'a pas, il n'est pas maintenant recommandé, s'il n'y a pas de crise de goutte, de traiter l'hyperuricémie asymptomatique. C'est clair? Monsieur, Oui. remarque قبل علاش كنا لازم اليوغابيري تكون inférieure ل 700 mg par 24 heures. Parce que si elle est supérieure, ça va provoquer un risque de lithiase urinaire, lithiase urique. Donc, si c'est supérieur, on a beaucoup d'acide urique au niveau rénal, ce qui peut provoquer la lithiase urinaire. Donc, la référence interne est 700. Pour les deux, oui, c'est la dose limite en cas d'association. Oui. ياخذ remarque قلتها معناتها إذا كان ثم hyperuricémie asymptomatique il ne faut pas traiter quel que soit معناتها بالtraitement de fond ولا traitement de crise معناتها لما تجي crise de goutte باش تعمل traitement. Les recommandations actuelles, oui. معناها حتى كان عندك une uricémie à 100, 80, 70, يقول لك ما تبداش traitement avec l'allopurinol que si tu as une crise de goutte. فما عباد qui ont une hyperuricémie asymptomatique معناها ينجم تقعد اليوريسيمي طالعه وما يصيرلوش ما يبداش عنده ما تجيوش بالكل كريز دو غوت. ليش ne pas les traiter معناها كان صار تريتمون ينجم يكون عندها des effets خايبين. فهمتكش علاش مش كي تبدا asymptomatique on ne fait pas le traitement. Parce que c'est asymptomatique. Les recommandations يقولوا لك هكا يقول لك ما عندكش t'as pas un problème, tu n'as pas intérêt à traiter. Monsieur, ça ne représente pas un danger pour le sujet. Le danger, l'acide urique en lui-même, c'est un produit de dégradation. Qui l'urée, c'est un produit de dégradation. Il est éliminé. Le problème, c'est que l'apparition de cristaux d'acide urique. Les amoules, la goutte ou la réaction inflammatoire. Donc, si tu as une hyperuricémie asymptomatique, mais chez ces cristaux, pourquoi traiter? Et donc, ce sont les recommandations actuelles. D'accord. Ben, je vais arrêter le partage. Je vais نسكر الريونيون هذه pour pouvoir enregistrer. باش بعد كنا نحط l'enregistrement يكونوا sous forme de deux vidéos. واحدة البروت وواحدة les antihistaminiques. Donc, je vais arrêter cette réunion et commencer une autre juste 5 minutes après pour les antihistaminiques. Oui, monsieur. Mais les antihistaminiques ne vont pas prendre plus que 20 minutes. Monsieur, pourquoi on a alcalinisé les urines? Parce que l'acide urique, il est plus soluble à pH alcalin. Donc, si on alcalinise les urines, on a moins de risque de lithiase urique. Merci. Je vais arrêter la réunion. Et on commence dans 5 minutes.